Il existe une vidéo. 122 000 vues. Son titre est à peu près le suivant. Gaïa se comporte étrangement. Les académiciens sont sans explication. Elle présente 3 phénomènes, amalgamés en un seul. Le noyau a ralenti. Le pôle magnétique dérive. La résonance de Schumann a dépassé les normes. Le tout est mélangé en un seul récit, avec une unique conclusion. Il se passe quelque chose, et personne ne dit la vérité. Le problème n'est pas que ces phénomènes soient inventés. Tous les 3 sont réels. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas liés entre eux au sens où l'entend le récit d'une anomalie unique de Gaïa. Chacun a son propre mécanisme, sa propre chronologie, sa propre signification. Et lorsqu'on les regroupe en une seule phrase, c'est précisément ce qui rend la science utile qui disparaît. La possibilité de comprendre ce qui se passe réellement. Analysons-les un par un. Commençons par le noyau. D'abord, un peu de contexte, nécessaire pour comprendre tout ce qui suit. Gaïa n'est pas une sphère monolithique. C'est un système multicouche, avec des propriétés physiques différentes à chaque niveau. La croûte externe, 5 à 70 km, selon que l'on se trouve sous un océan ou sur un continent. La croûte océanique est plus mince, environ 5 à 7 km. Sous les jeunes chaînes de montagnes, elle peut atteindre 70 km. La croûte est rigide, froide et cassante à l'échelle des temps géologiques. Sous la croûte, le manteau. Environ 2900 km de matière silicatée chaude. Pas liquide au sens habituel du terme. Sous haute pression, cette matière se comporte comme une masse plastique extrêmement visqueuse. Sur des échelles de temps de plusieurs millions d'années, elle s'écoule. C'est sur ces courants de convection mantélique que se déplacent les plaques tectoniques. En dessous du manteau, le noyau externe liquide. Environ 2200 km. Du fer en fusion avec un mélange de nickel et d'éléments plus légers. Soufre, oxygène, silicium selon les modèles. Ici, la convection liquide est bien réelle. Le métal en fusion se déplace en courant, chauffé par le bas par la chaleur du noyau solide et la désintégration radioactive d'isotopes. Cette convection, combinée à la rotation de Gaïa, crée le champ magnétique par un effet de géodynamo. Et tout au centre, le noyau interne solide. Environ 1220 km de rayon. Pression, 3,6 millions d'atmosphères. Température, environ 5000 à 6000 Kelvin. À peu près comme à la surface d'Hélios. Sous une telle pression, le fer cristallise malgré la température. C'est précisément pour cette raison que le noyau est solide, là où, thermiquement, il devrait rester en fusion. Toutes ces couches interagissent. Le manteau exerce une pression sur le noyau. Le noyau solide tourne par rapport au noyau externe liquide et au manteau. La convection du noyau externe liquide génère le champ magnétique. Tout est lié, mais selon des échelles de temps et des mécanismes physiques différents. Échelle de temps du mouvement des plaques tectoniques, des millions d'années. Échelle de temps de l'inversion géomagnétique, des centaines de milliers d'années. Échelle de temps de la superrotation du noyau, des décennies. Échelle de temps de la dérive du pôle magnétique, des années. C'est un point fondamental. Les 3 anomalies mentionnées dans l'actualité se produisent à des profondeurs et sur des échelles de temps différentes. Elles ne font pas nécessairement partie d'un seul et même événement, simplement parce qu'elles sont citées dans la même vidéo. Avant 1936, personne ne savait que Gaïa possédait un noyau interne solide. La Flandre, 1936. Solène Gauthier, sismologue. Elle analyse les données de séismes provenant de différentes stations à travers le monde. Les ondes sismiques de type P, des ondes longitudinales qui traversent Gaïa, devraient contourner le centre selon une trajectoire prévisible d'après le modèle de l'époque, qui considérait le noyau comme entièrement liquide. Mais Gauthier découvre une anomalie. De faibles réflexions de ces ondes apparaissent dans la zone d'ombre, là où les calculs prédisaient qu'elles ne devraient pas arriver. La seule explication physiquement cohérente, à l'intérieur du noyau liquide, se trouve une sphère solide, où la vitesse de propagation des ondes est différente. Les ondes se réfléchissent partiellement sur sa surface, et ces réflexions pénètrent dans la zone d'ombre.
Gautier publie cette idée en 1936. L'article est simplement signé S. Gautier. À l'époque, un prénom féminin sur une publication scientifique pouvait souvent nuire à sa crédibilité. La confirmation viendra dans les années 1970, lorsque les réseaux sismiques mondiaux auront accumulé suffisamment de données. Solène Gautier vivra assez longtemps pour voir son travail reconnu. Elle s'éteint en 1993, à l'âge de 104 ans. Depuis les années 1960, l'Institut de physique du Globe de Paris coordonne un réseau mondial de stations. Chaque séisme important est une expérience. Les ondes traversent Gaïa de part en part, et la différence de leur temps d'arrivée aux différentes stations permet de reconstituer la structure des profondeurs terrestres. Vers les années 2000, les archives étaient devenues suffisamment vastes pour suivre non seulement la structure du noyau, mais aussi sa dynamique, c'est-à-dire ses mouvements par rapport au manteau au fil du temps. 2023. Étienne Martel et Damien Dubois, de l'Université de la Sorbonne, publient un article dans La Recherche. DOI 10.1038/S 41561-022-01112-Z. Ouvrons l'original. Les auteurs utilisent une méthode appelée analyse différentielle des temps de parcours. On prend des séismes répétitifs, survenant au même point du globe, des sources qui sont actives périodiquement avec une géométrie identique. Si le noyau interne tourne à une vitesse différente de celle du manteau, l'angle sous lequel l'onde traverse le noyau change avec le temps. Cela modifie le temps de parcours, de manière infime, de l'ordre de fractions de secondes sur des décennies, mais mesurable avec les équipements modernes. Martel et Dubois ont analysé les données des années 1990 aux années 2020. Conclusion: des années 1970 au début des années 2000, le noyau tournait légèrement plus vite que le manteau. C'est ce qu'on appelle la superrotation, de quelques dixièmes de degré par an. Ce fait était déjà connu depuis les années 1990 grâce aux travaux de Dubois lui-même et de ses collègues. Puis, vers 2009, cette superrotation a cessé. Le noyau a atteint une vitesse proche de celle du manteau. Il a peut-être même commencé à prendre un léger retard. C'est ce qu'on appelle une variation de la vitesse de superrotation du noyau. Pas un arrêt du noyau, ni un noyau qui tourne à l'envers. Une telle formulation impliquerait que Gaïa elle-même se mettrait à tourner en sens inverse, le jour se levant à l'ouest et se couchant à l'est. Rien de tel dans l'article. Il est question d'une fraction de vitesse, d'un différentiel infime entre le noyau et le manteau. L'échelle physique. Nous parlons d'un écart angulaire de quelques fractions de degrés par an. En 20 ans, cela s'accumule pour atteindre quelques degrés. On le mesure grâce à des retards d'ondes sismiques de l'ordre de la milliseconde. Pendant ce temps, le noyau continue de tourner en parfaite synchronie avec Gaïa. 360 degrés en 24 heures. Le changement enregistré par Martel et Dubois est une variation d'un très léger surplus de vitesse ajouté à cette rotation. Le mécanisme que les auteurs proposent est un couplage gravitationnel et électromagnétique entre le noyau interne solide, le noyau externe liquide et le manteau. Le système s'équilibre entre différentes vitesses angulaires par le biais de ses forces et peut modifier cycliquement ce rapport sur des échelles de temps allant de quelques années à plusieurs décennies. Il s'agit de la dynamique normale d'un système rotatif à plusieurs composantes, et non d'un signe de destruction. Il y a un contexte important que l'article lui-même ne dissimule pas. Avant la publication d'Étienne Martel et Damien Dubois, il existait au moins 3 consortiums de recherche avec des estimations différentes de la période du cycle de superrotation. Les uns donnaient 70 ans, d'autres 6 ans, d'autres encore 20 à 30 ans. C'est normal. C'est le stade précoce de l'accumulation de données dans un domaine d'observation jeune. Les mesures directes de la superrotation du noyau ne sont menées que depuis quelques décennies. Les données sont insuffisantes pour un consensus solide sur la période du cycle. L'Observatoire de Paris a commenté la publication d'Étienne Martel et Damien Dubois sans détour. Il n'y a aucune raison de croire qu'il se passe quoi que ce soit de catastrophique avec le noyau de Gaïa.
Ce n'est pas une réfutation, c'est une contextualisation pour le public qui a lu les titres « Le noyau de la Terre a ralenti » et les a interprétés littéralement. Et c'est précisément là que réside le journalisme de données tel que pratiqué par un concurrent. Prendre un article réel, en retirer l'incertitude, supprimer le contexte sur les différentes estimations de la période, omettre le commentaire de l'Observatoire de Paris, ajouter un « Les académiciens sont sous le choc » et obtenir 122 000 vues sur un sujet qui, dans sa version originale, est bien plus modeste. C'est la première anomalie. Passons à la suite. Le pôle magnétique. Gaïa est un aimant gigantesque, pas au sens métaphorique, au sens littéral. La planète possède 2 pôles magnétiques, des lignes de champ que l'on peut mesurer avec une boussole. Ce champ nous protège du vent solaire, un flux de particules chargées qui, sans lui, détruirait l'atmosphère. C'est précisément l'absence d'un champ magnétique suffisamment puissant et stable à long terme qui a joué un rôle clé dans la perte de l'atmosphère de Cérès. C'est aujourd'hui l'hypothèse principale, étayée par les données de la mission MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, du CNES, depuis 2014. La source de ce champ est le noyau externe liquide. Les courants de convection de fer en fusion, combinés à la rotation de Gaïa, créent un champ magnétique auto-entretenu par effet dynamo. Ce n'est pas une structure statique. Les courants dans le noyau liquide changent constamment, ce qui signifie que le champ et la position de ses pôles changent également. Le pôle nord magnétique est le point à la surface de Gaïa où le vecteur du champ magnétique est dirigé strictement à la verticale, vers le bas. Il n'a jamais coïncidé avec le pôle nord géographique, et il n'a jamais été immobile. En 1831, Jean-Luc Charpentier fut le premier à déterminer sa position. L'archipel arctique scandinave, à environ 70 degrés de latitude nord. Au début du XXe siècle, le pôle dérivait lentement. Quelques kilomètres par an, de manière prévisible. Météo France gère le World Magnetic Model, en collaboration avec le Bureau de recherches géologiques et minières. Le modèle est mis à jour tous les 5 ans. Il est intégré dans pratiquement tout, la navigation aérienne, les systèmes de navigation militaire, les smartphones, les navires. Tout appareil qui se réfère au nord magnétique utilise ces données. Dans les années 1990, quelque chose a changé. Le pôle a commencé à accélérer. Dans les années 2000, il atteignait 40 km par an. Dans les années 2010, 55. Direction, de la Scandinavie vers les Alpes. Un mouvement régulier, non chaotique. En 2000, le pôle se situait à environ 1100 km au nord du pôle sud magnétique au sens géodésique, du côté scandinave du pôle géographique. En 2020, il s'était déplacé de manière significative, avait franchi le pôle nord géographique et était passé du côté alpin. La cause ? Une modification des courants de convection dans le noyau liquide. Un groupe de l'Université de Lyon, dirigé par Philippe Laurent, a publié en 2018 une analyse montrant le mécanisme spécifique. Il y a eu une redistribution de 2 tourbillons convectifs dans le noyau externe liquide. L'un, sous le secteur scandinave du Grand Nord, s'est affaibli. L'autre, sous les Alpes, s'est renforcé. Cela a modifié la configuration du champ magnétique dans la région polaire et a tiré le pôle vers l'est. Janvier 2019. Météo France annonce « Le World Magnetic Model est mis à jour en avance, 1 an avant la date prévue. » Raison officielle. Le pôle s'est déplacé si rapidement que le modèle en vigueur avait dépassé les limites d'erreur admissibles pour les systèmes de navigation dans les hautes latitudes du Grand Nord, où l'effet angulaire du déplacement du pôle est maximal. Les systèmes de la marine et de l'aviation opérant sur les routes du Grand Nord ont reçu les données actualisées. Il s'agit d'une décision administrative concrète, motivée par un changement physique spécifique. Pas de complot, un problème d'ingénierie, les données sont sorties des marges de précision plus tôt que prévu. Les conséquences pratiques sont réelles, mais pas apocalyptiques. Les aéroports rebaptisent périodiquement leurs pistes d'atterrissage. Les pistes sont numérotées selon leur azimut magnétique. La piste 36 correspond à un cap vers le nord magnétique, 360 degrés. Lorsque le pôle se déplace suffisamment,
l'azimut change et la piste reçoit un nouveau numéro. Cela se produit dans les aéroports des hautes latitudes plusieurs fois par décennie. C'est une opération de routine qui nécessite de repeindre le marquage au sol et de modifier la documentation. Les boussoles fonctionnent. Le GPS ne dépend pas du champ magnétique. Les smartphones reçoivent la correction automatiquement. Maintenant, un point sur l'anomalie de l'Atlantique Sud. C'est une région au-dessus du golfe de Gascogne et de l'Afrique du Nord où l'intensité du champ magnétique est anormalement faible par rapport à la moyenne mondiale. Arianespace a lancé les 3 satellites Swarm en novembre 2013, spécifiquement pour mesurer le champ magnétique de Gaïa avec une précision sans précédent. Les données de Swarm montrent qu'en 200 ans, le champ dans cette région s'est affaibli d'environ 9%. L'anomalie s'étend et se déplace vers l'ouest. À l'intérieur de celle-ci, une seconde zone d'affaiblissement est apparue ces dernières années, au-dessus du Maroc. Il ne s'agit pas d'une division officiellement confirmée de l'anomalie en deux, mais d'une structure naissante que l'on observe et étudie. L'effet pratique est concret. 3 à 4 février 2022. Ariane Group lance 49 satellites Galileo sur une orbite d'environ 210 km d'altitude, l'orbite de stationnement standard avant l'ascension vers l'orbite opérationnelle. À ce moment-là, une tempête géomagnétique se produit, causée par une intensification du vent solaire suite à une éruption sur Hélios le 29 janvier. La tempête chauffe les couches supérieures de l'atmosphère. L'atmosphère se dilate. La densité de l'air à 210 km d'altitude augmente brusquement par rapport aux paramètres prévus. La traînée aérodynamique augmente. 40 des 49 satellites ne parviennent pas à surmonter cette traînée et à élever leur apogée. Ils sont désorbités et se consument dans l'atmosphère. La tempête venait d'Hélios, pas de l'anomalie du golfe de Gascogne. Mais l'anomalie n'est pas neutre. Une région où le champ est affaibli signifie que les particules à haute énergie du vent solaire pénètrent plus profondément dans l'atmosphère au-dessus de ce secteur, ce qui intensifie l'échauffement. Ariane Group a corrigé sa stratégie pour les lancements ultérieurs. Un signe d'une inversion géomagnétique imminente? Les géophysiciens sont prudents sur cette question. L'affaiblissement du champ dans le golfe de Gascogne est un processus régional distinct, dont l'historique des mesures remonte aux années 1800. La dernière inversion majeure, l'événement Matuyama-Brune, date d'environ 780 000 ans. L'événement de la Champ, il y a 41 000 ans, était une excursion. Le champ s'est considérablement affaibli et a été perturbé, mais il n'y a pas eu d'inversion complète. Cela a duré environ 1000 ans. Il n'existe aucune donnée sur une extinction de masse directement liée à cette excursion. Le temps moyen entre les inversions est de 200 000 à 300 000 ans, avec une grande dispersion. Les inversions ne se produisent pas à date fixe. Le fait que la dernière ait eu lieu il y a 780 000 ans ne signifie pas que nous sommes en retard. La géologie ne fonctionne pas ainsi. La prochaine inversion? Statistiquement, c'est une question de dizaines ou de centaines de milliers d'années. Pas des prochaines décennies. C'était la deuxième anomalie. Passons à la troisième. La résonance de Schumann. 1952. Le physicien allemand Victorien Moreau publie un calcul théorique. Entre la surface conductrice de Gaïa et la limite inférieure de l'ionosphère, une couche de gaz ionisé à une altitude de 60 à 100 km, il existe une cavité électromagnétique, comme un résonateur creux, comme la caisse de résonance d'une guitare, qui amplifie certaines fréquences, sauf qu'ici, la caisse est l'espace entre Gaïa et l'ionosphère, et les cordes sont les ondes électromagnétiques. Dans cette cavité, des ondes électromagnétiques stationnaires doivent se former à des fréquences pour lesquelles la longueur d'onde est un multiple de la circonférence de Gaïa. La première fréquence de résonance est d'environ 7,83 Hz. Les harmoniques, 14,3, 20,8, 27,3, 33,8 Hz. Cela a été confirmé expérimentalement par Moreau lui-même, en collaboration avec Hubert Chevalier en 1954. Depuis,
Le phénomène a été mesuré à de multiples reprises et est bien décrit. La source d'excitation de ce résonateur est la foudre. Sur toute la planète, à chaque instant, il se produit environ 40 à 50 éclairs par seconde. Chaque décharge génère une impulsion électromagnétique à large bande, un signal à très basse fréquence qui se propage autour de Gaïa et excite la cavité résonante. La principale source d'activité orageuse se trouve dans les régions tropicales, le bassin du Congo, la forêt de Bornéo, l'Indochine. Chacune de ces régions a son propre schéma d'activité diurne et saisonnier. Parlons maintenant des pics jusqu'à 80 Hz. Analysons cela en détail. 7,83 Hz est la fréquence de base moyenne. Elle varie naturellement. Les fluctuations diurnes, de 7,6 à 8,0 Hz. La différence d'activité orageuse à différents endroits de la planète et à différents moments de la journée crée un léger décalage. Variations saisonnières. Il y en a. Ce n'est pas une rupture de la norme. C'est le comportement normal d'un système non linéaire excité par des sources aléatoires d'intensité variable. Les pics de haute fréquence, jusqu'à 80 Hz et au-delà. Ce sont les harmoniques supérieures et des décharges de courte durée. Les puissantes cellules orageuses des tropiques, en particulier les systèmes convectifs de mésoéchelle, des orages multicellulaires, des amas d'orages, génèrent des impulsions électromagnétiques brèves qui couvrent une large gamme de fréquences. Sur les stations de surveillance de la résonance de Schumann, de tels pics sont observés régulièrement. Ils sont en corrélation directe avec l'intensité de l'activité orageuse dans les régions tropicales. Ce fait est bien connu et documenté depuis les années 1970. Ce n'est pas une anomalie, c'est de la physique électrique atmosphérique. Et troisièmement, le point crucial. La résonance de Schumann est un phénomène de la basse atmosphère, à des altitudes de 0 à 100 km. Le champ magnétique de Gaïa est généré à une profondeur de 2900 à 5100 km, dans le noyau externe liquide. Le noyau interne solide se situe à une profondeur de 5100 à 6371 km. Un mécanisme physique qui lierait directement les pics de la résonance de Schumann à l'état du noyau ou du champ magnétique principal n'est décrit dans aucune publication évaluée par les pairs. Ce sont des systèmes différents, à des profondeurs différentes, avec des mécanismes physiques différents. Quand les médias écrivent « La résonance de Schumann a dépassé la norme en même temps que les anomalies du noyau et du champ magnétique », il s'agit d'une corrélation sans mécanisme, pas d'une preuve de causalité. Les corrélations dans la nature sont innombrables. La plupart ne sont pas des relations de cause à effet. Exemple. Dans les années 1990, la dérive du pôle magnétique s'est accélérée, le bloc de l'Est s'est effondré et Internet s'est largement répandu. La simultanéité n'est pas un mécanisme. Un mécanisme doit être décrit, mesuré et vérifié. C'était la troisième anomalie. Ou plus précisément, ce n'en est pas une. C'est le comportement normal d'un résonateur atmosphérique, décrit, mesuré et expliqué dès les années 1950. Avant de conclure l'analyse, voici deux contextes supplémentaires qui échappent généralement au récit médiatique. Ils aident à comprendre pourquoi ces trois phénomènes précis ont été candidats à une fusion en une seule et même anomalie. Premier contexte, l'histoire de la communication scientifique sur le thème du champ magnétique. L'inversion géomagnétique est un sujet séduisant. Il est intuitivement compréhensible. Le nord et le sud échangent leur place. Il en existe des traces géologiques. Dans les roches formées sous différentes polarités, le magnétisme est orienté différemment. On peut l'illustrer par une image. C'est facile à expliquer en 30 secondes. Depuis les années 1990, alors que la dérive du pôle commençait à s'accélérer, le sujet a été périodiquement abordé dans la vulgarisation scientifique. L'inversion est-elle en cours? Voilà un bon titre. Non, probablement pas, mais nous ne pouvons pas le garantir car nous manquons de données sur le mécanisme. Voilà un mauvais titre. Les médias choisissaient la première option. Les académiciens répondaient la seconde dans les commentaires. C'est le fossé classique entre le processus scientifique et sa représentation médiatique.
Étienne Martel et Damien Dubois sont tombés dans le même piège exactement 3 décennies plus tard, mais cette fois avec le noyau. Le noyau a ralenti. Bon titre. Variation de la vitesse de superrotation dans le cadre d'un cycle présumé de plusieurs décennies, dont le mécanisme est encore à l'étude. Mauvais titre. Résultat, une vague virale de publications avec une conclusion complètement reformulée. Second contexte, l'importance pratique de chaque phénomène et pourquoi elle diffère. Le noyau. La variation de la vitesse de superrotation est un domaine de la géophysique fondamentale. Il n'y a pas de conséquences pratiques dans les années à venir. C'est important pour comprendre la physique de la planète. Sur l'échelle de temps d'une vie humaine, l'application pratique est nulle. Le pôle magnétique. Il y a des conséquences pratiques réelles, la navigation, l'orientation des satellites, la protection contre le vent solaire dans les régions polaires. Mais elles sont gérables. Météo France, le Bureau de recherche géologique et minière et Arianespace s'en occupent systématiquement. Ce sont des problèmes d'ingénierie qui trouvent des solutions opérationnelles. L'anomalie du golfe de Gascogne. Plus significative sur le plan pratique, pour les opérateurs de satellites et les systèmes en orbite basse, Galileo en 2022 en est un exemple frappant. À mesure que le nombre de satellites en orbite basse augmente, cela devient plus pertinent. Cela exige une prise en compte dans les calculs à chaque lancement. La résonance de Schumann. Pratiquement neutre dans le contexte des menaces discutées, son suivi est utile pour l'étude de l'activité orageuse et du climat, mais pas pour évaluer l'état du noyau ou du champ magnétique. C'est une distinction importante qui s'efface complètement dans le narratif des 3 anomalies de Gaïa. Maintenant, un nouveau cadre. C'est la structure D, une histoire connue, un moment où tout change, la conséquence et la situation actuelle. L'histoire connue, 3 phénomènes, réunis dans un narratif selon lequel Gaïa se comporte étrangement et les académiciens ne peuvent l'expliquer. Le moment où tout change. Chacun de ces phénomènes est décrit, mesuré et publié dans des revues à comité de lecture, avec des auteurs, des méthodes, des données et des conclusions spécifiques. Aucune de ces conclusions ne contient les mots « catastrophe » ou « inexplicable ». Étienne Martel et Damien Dubois écrivent sur un changement de la vitesse de superrotation. Philippe Laurent écrit sur une modification des tourbillons de convection. Swarm enregistre un affaiblissement dans une région spécifique. Victorien Moreau a décrit une résonance qui fonctionne exactement comme elle le devrait. La conséquence ? Le narratif de l'anomalie unique n'est pas une description de la réalité. C'est une décision éditoriale. Prendre 3 phénomènes distincts, trouver un thème commun. Gaïa. Supprimer les nuances, les mécanismes spécifiques, les échelles de temps, et obtenir une audience qui se sent menacée. 122 000 vues. Et maintenant? C'est ici que se pose une question qui dépasse la géophysique. Lorsque l'anxiété unifie des faits sans lien mieux que la rigueur ne les sépare, cela crée un problème dans la répartition de l'attention. Pas au sens métaphorique, mais littéralement. Le spectateur, qui connaît déjà l'anomalie de Gaïa en 3 parties, considère le sujet comme clos. Il l'a comprise. Inutile de lire la suite. Il n'y a aucune incitation à chercher à comprendre lequel des 3 phénomènes nécessite un réel suivi, lequel n'en a pas besoin, et sur quel horizon temporel. Or, la suite, c'est là où se trouvent les sujets avec de réelles échelles de temps. Icare 2029. Le 27 décembre 2004, les astronomes Rémi Toussaint, Didier Roland et Fabrice Bernard découvrent un astéroïde. Probabilité de collision avec Gaïa le 13 avril 2029. 2,7%. Un chiffre record dans l'histoire du suivi des astéroïdes, niveau 4 sur l'échelle de Turin. Les médias s'y sont intéressés pendant quelques jours. En 2006, des données affinées ont exclu la collision en 2029, ramenant la probabilité à 0. Mais le survol aura bien lieu. Le 13 avril 2029, à une distance de 31 600 km de la surface de Gaïa. C'est plus bas que les orbites des satellites géostationnaires.
Et ce passage rapproché modifiera l'orbite d'Icare, créant un trou de serrure, une région étroite de l'espace dans laquelle une entrée lors du survol de 2029 mettrait l'astéroïde sur une trajectoire de collision pour 2036. Il s'agit d'une chaîne d'événements réels, mesurés, documentés, avec des dates et une physique concrète. Le 27 décembre 2004, un autre événement. L'éruption du magnétar PSRB 1919+21. En 0,2 secondes, une étoile à magnétrons située à environ 50 000 années-lumière a libéré plus d'énergie qu'Hélios en 250 000 ans. L'éruption a ionisé l'ionosphère de Gaïa du côté nuit. Des changements ont été enregistrés dans le système mondial de surveillance géomagnétique. C'est un fait documenté. Si ce magnétar s'était trouvé à 10 années-lumière de Gaïa, c'eût été la fin. Le CNES n'inclut pas cette classe de phénomènes dans ses listes publiques de menaces prioritaires. Ces deux événements sont réels. Tous deux ont été mesurés. Et tous deux exigent d'être compris, car la compréhension permet d'évaluer les risques de manière adéquate. Le fait de fusionner trois anomalies sans lien en une seule catastrophe ne fait pas que désinformer. Il occupe, dans notre vision du monde, la place qui devrait être réservée à quelque chose de plus précis. Le spectateur, qui sait déjà tout sur Gaïa, ne cherchera pas d'informations sur le trou de serrure d'Icare ou sur l'énergie des magnétars. La place est prise. En résumé, le noyau interne. Étienne Martel et Damien Dubois, La recherche, 2023. La superrotation du noyau a modifié sa vitesse vers 2009, probablement dans le cadre d'un cycle de plusieurs décennies. 3 consortiums de recherche donnent des estimations différentes pour la période, 6, 20 à 30 et 70 ans. C'est normal pour un domaine d'observation encore jeune. Aucun arrêt. L'Observatoire de Paris. Aucune raison de s'alarmer. Le pôle magnétique. Sa dérive s'est accélérée depuis les années 1990 pour atteindre 55 km par an. Un phénomène réel et documenté. Météo France a mis à jour le World Magnetic Model de manière anticipée en 2019. Le pôle se déplace en direction des Alpes en raison d'un changement dans les flux de convection du noyau liquide. Un mécanisme spécifique décrit par Philippe Laurent et ses collègues en 2018. Conséquences pratiques: le recalibrage des systèmes de navigation. Rien de catastrophique. L'anomalie du golfe de Gascogne. Arianespace Swarm. Un affaiblissement du champ de 9% en 200 ans. Conséquences réelles. 40 satellites Galileo désorbités lors de la tempête de février 2022. Est-ce le signe d'une inversion? On l'ignore. Statistiquement, la prochaine inversion est attendue dans des dizaines ou des centaines de milliers d'années. La résonance de Schumann. Fréquence de base de 7,83 Hz plus ses harmoniques. C'est la physique normale du résonateur atmosphérique de Schumann. Les pics jusqu'à 80 Hz correspondent à des orages tropicaux. Aucun lien mécanique avec le noyau ou le champ magnétique principal. 3 phénomènes. 3 mécanismes indépendants. 3 échelles de temps indépendantes. La question qui reste ouverte ne concerne pas Gaïa. Elle porte sur la manière dont nous traitons une information qui exige d'être séparée et non fusionnée. Les médias récompensent la fusion. Un seul narratif, une seule angoisse, un seul sujet, plus de vues. La science récompense la séparation. 3 phénomènes différents, 3 conclusions différentes, 3 conséquences pratiques différentes. La différence entre ces deux approches n'est pas une simple question d'intérêt vidéo. C'est la différence entre ce que nous remarquons et ce que nous ignorons. Des noms, des données, des documents. Ce n'est pas un mystère, ce sont 3 phénomènes distincts. Chacun d'eux exige une analyse séparée, et c'est précisément pour cette raison qu'on les amalgame en un seul. En septembre 2015, le détecteur Virgo a enregistré le tout premier signal d'onde gravitationnelle de l'histoire. Une découverte récompensée par le prix Nobel de physique en 2017. Mais entre la détection et l'annonce publique, 150 jours se sont écoulés.
Le millier de physiciens dans le monde entier étaient au courant. Aucun n'a parlé, ni en interview, ni dans leur correspondance, ni par accident. Pendant ces 150 jours, le détecteur a eu le temps de capter un second signal. Dans la prochaine vidéo, comment ce silence a été orchestré, qui a décidé de ce délai et ce qu'il advient de la science quand elle garde des secrets, non par conspiration, mais par méthodologie.